Bonjour à toutes et à tous et bienvenue dans la suite de notre lecture du livre de Victor Sanchez, Les enseignements de Don Carlos, l'application pratique de l'œuvre de Carlos Castaneda. Nous avions entamé la troisième partie du livre, l'accès à la réalité à part, avec le chapitre 6 que nous avions terminé la vidéo précédente, arrêter le dialogue intérieur. Et aujourd'hui on entame le chapitre 7, la magie de l'attention. Ça doit peut-être s'entendre, je suis légèrement malade, donc j'espère que ça rendra quand même bien et qu'on arrivera à sortir dans les temps cette vidéo. Mais n'hésitez pas à laisser un commentaire et un like pour cette suite. Sans plus tarder, on commence tout de suite ce chapitre 7, la magie de l'attention. Perception et attention. L'attention est l'un des mots-clés de l'œuvre de Carlos Castaneda. On peut dire de l'attention qui nous permet de saisir la réalité, qu'elle soutient le monde. À première vue, l'attention se présente à nous comme la propriété de la conscience qui nous permet de percevoir certains aspects de la réalité intérieure et extérieure. Mais dans la vision donronienne de la réalité et dans la perspective de la physique moderne, le monde n'est pas limité à ce que nous pouvons en percevoir. Il est composé d'une infinitude d'éléments qui échappent à notre perception. Pour les physiciens et les chimistes contemporains, la technologie est une manière de percevoir cette réalité invisible et d'agir sur elle, ondes électromagnétiques, radiation, ondes radioélectriques, etc. Le sorcier, en revanche, dispose depuis des temps immémoriaux d'autres instruments pour explorer et agir sur la réalité à part, ceux de la magie de l'attention. La perception chez les êtres humains est exercée afin d'opérer d'une manière sélective qui déborde largement la détermination biologique et dont le résultat n'est autre que leur façon particulière d'agir au quotidien. L'attention est le produit de l'entraînement auquel sont soumis tous les êtres humains depuis leur naissance, aussitôt qu'ils entrent en contact avec leurs semblables, lesquels perçoivent déjà la réalité comme le nouveau-né devra le faire un jour. Le processus de l'attention, qui est un flux, implique une sélection intrinsèque que Don Carlos appelle un écrémage, ce qui veut dire sélectionner et écarter certaines possibilités afin d'aboutir à une perception ordonnée non chaotique de la réalité. La magie de l'attention consiste à ordonner et à donner sens à tout ce que nous percevons et pas seulement en l'écrément, mais par l'affinage des détails, de manière à faire coïncider ce que nous percevons avec ce que perçoivent les autres êtres humains. Notre perception, orientée vers la précision et la généralisation, diffère de celle des animaux sur lesquels ne pèse pas tout notre appareil de socialisation. Les enfants naissent avec une perception animale, ils n'ont encore rien assimilé de la magie de l'attention qui ordonnera leur perception du monde de manière fonctionnelle, adaptée à la vie en société. L'attention et ses limites. Un jeune enfant ne réduit pas sa perception comme le fait un adulte. Dans certaines circonstances, il pourra percevoir des aspects de la réalité que l'adulte ne peut déjà plus voir et qu'il considère le plus souvent comme des fantaisies enfantines. La psychologie contemporaine non orthodoxe a pu rendre compte de phénomènes mettant en évidence les possibilités particulières de la perception du jeune enfant, la perception visuelle à travers la peau, par exemple, qui permet à n'importe quel enfant, spécialement entraîné, de voir et de lire avec les mains, les pieds, etc. J'ai pu voir il y a peu de temps un enfant jouer au domino, les yeux bandés. Nous n'avons pas besoin de nos yeux pour voir. Pourtant, les écoles dispensant cet enseignement spécialisé ne sont pas accessibles aux adultes. Leurs enseignants nous assurent qu'en général, seuls les enfants peuvent apprendre à lire de cette manière. L'attention des adultes est en effet déjà limitée par les canons de la perception, alors que les enfants jouissent encore d'une attention libre. Dans le monde de Don Juan, les sorciers et les apprentis sont des guerriers luttant pour reconquérir des moyens de perception particuliers, parfois proches de ceux des nouveau-nés, et pouvoir, grâce à eux, pénétrer dans d'autres mondes. Aussitôt que nous avons appris à percevoir par l'attention conventionnelle, nous nous privons pour toujours, la plupart du temps, de la possibilité de percevoir ce qui échappe à l'intention habituelle ou première attention, à moins que, par un effort cohérent et organisé, nous puissions dépasser les limites que cette forme d'attention habituelle impose à notre perception. Don Juan soutient que nous conservons au tréfonds de notre conscience la possibilité de découvrir les aspects insolites du monde, l'inconnu dont le plus souvent nous ne soupçonnons même pas l'existence. Première et deuxième attention. Dans son œuvre, Don Carlos appelle première attention celle à laquelle nous avons habituellement recours. Nous nous en servons pour percevoir la réalité quotidienne, agir sur elle et maintenir fermée la porte donnant sur la vision de la réalité à part.
C'est cette forme d'attention que connaît et développe l'homme ordinaire, mais Don Carlos nous parle aussi d'une autre forme d'attention, mystérieuse, très particulière, appelée la deuxième attention, qui permet de percevoir l'autre aspect de la réalité quasiment inépuisable et tellement étranger à notre monde quotidien qu'on l'évoque encore comme l'autre monde. Ces deux formes d'attention agissent dans des milieux parallèles et ne se chevauchent jamais. C'est pourquoi il est dit dans Le Don de l'Aigle que la première et la deuxième attention sont séparées par les lignes parallèles. La perception du corps humain est un bon exemple de la différence de perception qu'entraînent les deux formes d'attention. Tandis que dans la première attention, il est perçu comme le corps physique que nous connaissons tous, dans la deuxième, il est perçu comme le fameux noyau ou bouton lumineux, si souvent évoqué par Don Juan. La fixité de l'attention. Une autre caractéristique de l'attention est sa capacité de produire certains effets dont la plupart des gens, habitués à attribuer presque tout ce qui leur arrive au sort ou à l'adversité, ne se rendent pas compte. Ils ne s'avisent jamais qu'en centrant exclusivement leur attention sur des objets, des situations, des personnes, avec peur, désir, curiosité, intérêt, ils préparent ce qui les attend. De même, si l'on fixe à l'excès sa deuxième attention sur quelque chose, on provoque des effets insolites qui ont incité les sorciers, surtout ceux d'antan, à créer une multitude d'objets magiques aux destinations diverses, des petites amulettes aux colossales pyramides. Redécouvrir la deuxième attention et l'utiliser conjointement à la première signifie dans l'œuvre de Don Carlos pénétrer dans la mystérieuse et presque inconcevable troisième attention, également appelée liberté totale. L'approche la plus appropriée de la deuxième attention pour les lecteurs de ce livre, par exemple, consistera pourtant à commencer par exercer d'une manière particulière, différente de l'ordinaire, la première attention. Le non-agir et l'attention. Se livrer à des activités forçant la première attention à se centrer sur des aspects de la réalité qui passent généralement inaperçus ou l'utiliser de manière inhabituelle entraîne un effet d'accroissement ou de saturation de l'attention qui, à son tour, engendre des états de conscience accrus et peut aussi conduire à la deuxième attention. Je vais à présent décrire quelques exercices qui peuvent être considérés à juste titre comme des exercices d'attention et quelques autres qui, dans l'œuvre de Don Carlos, sont présentés comme des exercices de non-agir et que je joins à ce chapitre parce que ces deux types d'exercices produisent le même effet. Ils entraînent des changements importants de l'attention grâce à des modifications inhabituelles de la perception. Il est évident que les exercices décrits dans les chapitres consacrés au non-agir du moi et à l'arrêt du dialogue intérieur sont également des exercices d'attention, bien que leur champ d'action diffère de celui que nous considérons à présent. Technique 53. Observer les ombres. A. Choisir un grand arbuste au feuillage épais. B. Prendre une position de relaxation. C. En aiguisant sa concentration, observer en toute quiétude une branche et essayer de ne pas regarder les feuilles, mais les ombres entre elles. Il faut arriver à ne plus voir les feuilles, mais une branche d'ombre. D. Parcourir du regard d'autres parties de l'arbre, en ne regardant que les ombres. E. Essayer d'en percevoir l'ensemble, comme un arbre d'ombre. L'étape suivante consiste à recommencer cet exercice, mais devant un grand arbre. L'exercice doit durer au moins une demi-heure. 54. Observer les pierres. L'exercice précédent peut aussi se pratiquer avec des pierres. A. On commencera par observer un caillou posé sur un gros rocher. Pour cet exercice, il vaut mieux avoir un soutien. B. Placer son visage à une vingtaine de centimètres du caillou, le regarder attentivement, examiner ses irrégularités, ses creux, en observant bien tous les détails de ses petites cavités. Notre attention bien fixée sur le caillou, l'observer jusqu'à ce qu'il ait l'air très gros et occupe tout notre champ visuel. C. Fixer son attention sur l'ombre du caillou, jusqu'à la voir comme un liquide répandu sur le rocher, jusqu'à ce que caillou et rocher ne fassent plus qu'un. D. En suivant l'ordre indiqué par Don Carlos dans le voyage à Ixtlan, continuer d'observer les ombres sur des pierres plus grandes, choisir deux rochers, projetant des ombres allongées et plus ou moins parallèles, contiguës. Prendre une position détendue et regarder les deux ombres simultanément en essayant de les réunir dans notre perception, en louchant légèrement sans relâcher notre attention jusqu'à ce que les deux ombres se superposent. On peut aussi placer deux pierres de taille moyenne, l'une près de l'autre, dans un endroit choisi. L'exercice est parfois plus facile si l'on choisit de très grosses pierres. 55. L'arbre de ciel.
Il s'agit d'une variante de l'exercice précédent dont nous avons obtenu d'excellents résultats. Tout d'abord, trouver un arbre de feuillage bien développé et pas très haut, de préférence celui qui nous plaira particulièrement au premier coup d'œil. Si cet arbre se trouve tout près de quelques autres avec lesquels il ne forme qu'une seule grande ombre, le résultat sera encore meilleur. Il faut encore qu'entre ces feuilles, on puisse voir de petits fragments de ciel, sans que les rayons du soleil traversent le feuillage, afin de pouvoir l'observer sans gêne. Il faut ensuite s'asseoir ou se coucher sous le feuillage de l'arbre choisi. On doit y être à l'aise. Regarder le feuillage de l'arbre, mais au lieu de fixer son attention sur les feuilles et les branches, la fixer sur les espaces entre elles. Puis, essayer de grouper ces espaces tout comme on grouperait les feuilles pour considérer le feuillage. Sur un fond de ciel bleu, nous commençons à percevoir un arbre aux feuilles bleues ou des morceaux d'azur semés sur un fond vert et à queue. Toujours détendus et concentrés, nous devons chercher une vue d'ensemble en évitant d'attacher notre regard à tel ou tel détail. Lorsque nous serons parvenus à altérer notre vision jusqu'à percevoir l'arbre comme une touffe de feuilles du ciel ou comme un océan vert aux phosphorescences bleues, nous essaierons de porter notre attention sur des détails de la scène, mais sans fixer directement du regard ces détails, ce qui interromprait la vision de non-agir. 56. Marcher à reculons. C'est un exercice simple qui a cependant donné de bons résultats. On peut l'effectuer sur tout type de terrain selon ce degré de maîtrise. Il consiste à marcher à reculons sans regarder derrière soi. On doit en principe se retrouver sur un terrain plat et sans irrégularité dangereuse et suivre les étapes suivantes rangées par ordre de difficulté. A. Marcher à reculons avec l'aide d'un guide. L'exercice s'effectue dans le plus grand silence pour faciliter la concentration et affiner la perception. Celui qui guide la marche devant celui qui avance à reculons et s'il remarque un accident de terrain ou un obstacle, il l'indiquera d'un geste de main le changement de direction ou l'arrêt adéquat. Celui qui marche à reculons ne doit pas se retourner mais se contenter de regarder les mains du guide. Chaque exercice doit durer une vingtaine de minutes. On intervertit alors les rôles. B. Marcher comme précédemment sur le même terrain mais sans aide. Nous sommes à présent guidés par notre connaissance du terrain, dont nous percevons la configuration en regardant le sol à nos pieds. Nous essaierons ensuite de laisser notre corps deviner ce qui se trouve derrière lui. Chaque exercice doit durer au moins un quart d'heure. C. Marcher comme en A, avec guide, mais cette fois en prenant le pas de gymnastique et en accélérant au fur et à mesure que nous nous sentirons plus sûrs de nous. Nous devons finir par courir à reculons. D. Marcher et courir comme en C, mais sans guide. E. Promenade à reculons plus longue et dans la campagne en suivant un sentier connu, commencer par 1 à 2 heures. F. Promenade à reculons, en groupe. L'attention de chacun est accrue par le nombre des participants. La concentration est de rigueur. Commentaire sur cette technique. L'un de ses aspects essentiels étant la possibilité de percevoir le monde qui nous entoure sans dépendre de nos yeux, il est très important de résister à la tentation de nous retourner. Chaque fois qu'on le fait, on interrompt le processus de sensibilisation que le corps a entamé pour s'adapter à la situation. Se retourner, c'est annuler l'expérience qu'il faudra reprendre dès le début. Il est évident que la sensibilité qui est recherchée, ce n'est pas de voir avec le dos, car il ne s'agit pas de nous faire une image de ce qu'il y a derrière nous, ce qui nous maintiendrait attachés à la vue, mais de chercher un certain sentiment de sécurité émanant de la conscience de notre corps à partir de stimulations non visuelles. Le corps tout entier est un instrument de perception et ne dépend pas nécessairement des yeux. Nous devons nous montrer patients et détendus pour cet exercice et le pratiquer si possible dans le silence intérieur. 57. Le chapeau au miroir. La première étape de cet exercice consiste à ajouter au bord d'un chapeau ou à la visière d'une casquette 2 petits miroirs qui devront se trouver à une dizaine ou à une quinzaine de centimètres du visage et légèrement de côté pour que nous puissions y voir se refléter, comme dans des rétroviseurs, ce qui se trouve derrière nous. Il ne faut pas que ces miroirs nous empêchent de voir ce qui est devant nous, et il vaut mieux les accrocher de manière à avoir l'angle de vision le plus large, devant comme derrière. Les miroirs peuvent être accrochés au bord du chapeau ou à la visière de la casquette avec du fil de fer ou tout autre système de suspension, de manière qu'ils ne bougent pas quand on se déplace. Effectuez avec le chapeau les exercices suivants. A. Le premier exercice consiste à marcher à reculons en regardant le terrain dans le miroir. Avec l'expérience, on deviendra suffisamment habile pour pouvoir marcher sur des terrains accidentés en pleine campagne ou sur des pentes douces.
Il faut essayer de regarder dans les deux miroirs simultanément et de les réunir en un seul champ visuel comme nos yeux le font naturellement quand nous regardons devant nous. B. Le deuxième exercice est pareil au premier, mais nous essayons d'observer le panorama qui se déploie devant nos yeux, sans cesser de regarder en arrière et d'avancer. C. Exercice nocturne. Suivre les instructions de A, mais de nuit. L'endroit idéal est une forêt ou un désert. Il faut se déplacer très lentement, en s'habituant à avancer tranquillement parmi les ombres, sans s'inquiéter ni s'impatienter si l'on voit des trucs bizarres dans les miroirs. En fait, il n'est pas étonnant du tout de voir ou de vivre des choses inhabituelles quand on se comporte de façon inhabituelle. Et, comme pour la plupart des exercices de marche, celui-ci pourra être effectué en groupe et l'expérience n'en sera qu'approfondie, si les efforts sont harmonisés. E. Les sujets maîtrisant parfaitement l'exercice nocturne pourront le combiner à ceux du squelette, de préférence seul. 58. Le harnais purificateur. Dans le don de l'aigle, Don Carlos indique que l'on peut se servir d'un harnais pour rester suspendu en l'air, exercice de non-agir qui purifie le corps et peut même guérir les maux qui ne sont pas physiques. Il est tout particulièrement recommandé pour se préparer à un voyage difficile ou à une expérience exigeant le meilleur de soi-même. Il en existe deux variantes, être suspendu à un harnais accroché aux poutres d'une maison ou à un harnais pendu à une branche d'arbre. Pour l'une et l'autre de ces variantes, il faudra d'abord se procurer le matériel suivant. A. Un harnais auquel on puisse rester suspendu sans douleur ni incommodité. Il peut s'agir d'un harnais de parachutiste, de spéléologue, etc. Celui de l'alpiniste, prévu pour de brèves suspensions, n'est pas aussi pratique. On peut se le procurer dans un magasin spécialisé ou le fabriquer soi-même, ce qui n'est pas très compliqué. Il suffit d'avoir un modèle qu'on empruntera à un spéléologue ou à un parachutiste, un secouriste, etc. Ou dont on trouvera également la description dans un ouvrage spécialisé. J'ai moi-même employé un matériel semblable à celui des ceintures de sécurité et du fil à pêche pour les coutures, triple, à petits points, pour plus de sécurité. B. Une bonne corde ou un câble dont la résistance soit au moins de 500 kg. J'ai une préférence pour la corde naturelle, moins lourde et plus maniable. Choisir une section de 9 mm au moins, et celle qu'utilisent les alpinistes et les spéléologues conviendra parfaitement. C. Un support approprié autour duquel passer la corde pour soulever le sujet. Il devra être à la bonne hauteur, suffisamment résistant et ne pas abîmer la corde lorsqu'on tire dessus. Pendu aux poutres du plafond. Il faut pour cet exercice trouver un local approprié, une cave, une salle ou n'importe quelle pièce avec au plafond des poutres de bois ou de métal autour desquelles on puisse passer la corde. Veillez à ce que la poutre soit suffisamment solide pour pouvoir résister à la traction quand on soulèvera le sujet harnaché. Il est beaucoup plus facile de soulever la personne si l'on accroche à la poutre un ou deux mousquetons d'alpiniste plutôt que de tirer sur la corde glissée au-dessus de la poutre. Des mousquetons de parachute feront l'affaire. Ils sont très résistants, n'abîment pas la corde et permettent de la faire glisser avec facilité. On les trouve dans n'importe quel magasin de sport. Une fois tous ces éléments réunis, l'exercice est assez simple. On passe l'extrémité de la corde par-dessus la poutre ou dans les mousquetons, on harnache le sujet et on l'attache à l'autre extrémité de la corde. Puis, avec l'aide de deux personnes, on soulève le sujet jusqu'au support et on lie son extrémité de corde à un élément fixe et résistant proche du sol. Le sujet restera suspendu de 8 à 12 heures. L'exercice se déroulera de préférence la nuit et dans l'obscurité, afin que le moi et la vision ordinaire perdent leur empire. Le délai écoulé, redescendre le sujet à terre. Le procédé sera répété autant de fois qu'on le voudra. Suspendu à un arbre. On utilisera les mêmes instruments que ceux de l'exercice précédent, mais en évitant le câble qui blesse l'arbre. On veillera par ailleurs à ne pas abîmer l'arbre et l'on suivra les indications suivantes. A. Choisir un grand arbre avec de fortes branches. B. Demander à l'arbre à haute voix la permission de travailler avec lui et lui demander aussi son aide en lui expliquant les motifs de notre action. Cela ne nous est jamais arrivé, mais il se pourrait que l'arbre manifeste son désaccord par quelques signes. Si tel était le cas, il faudra choisir un autre arbre. C. Grimper jusqu'à la branche choisie et la préparer pour glisser la corde à laquelle le sujet est attaché ou celle à laquelle on aura accroché les mousquetons. La préparation consiste à entourer la branche de toile très résistante, toile à voile par exemple, qu'on attachera soigneusement avec de la corde fine pour éviter que la grosse corde blesse l'arbre. D. Une fois les supports mis en place, passer la corde autour de la branche et soulever le sujet comme dans l'exercice précédent. E. Demeurer attentif à toute manifestation de l'arbre qui ne manquera pas de réagir à notre présence. Il ne faut pas oublier que l'on se trouve à l'intérieur de son noyau lumineux. F.
Parler à l'arbre en lui livrant nos impressions ou en lui chantant une petite chanson peut avoir des effets très favorables. G. Effectuer l'exercice de préférence dans un endroit désert et éviter tout spectateur étranger. Commentaire sur cette technique. Ces exercices peuvent avoir des fins diverses. Nous les avons surtout destinés dans nos groupes de travail au traitement de la dépression, de l'accablement, des chocs émotionnels et d'autres troubles. Mais ils se sont aussi révélés utiles à les préparations de randonnées et de voyages impliquant un effort particulier, comme les marches dans la montagne ou la traversée des déserts. Il ne manque pas de produire un effet de purification et de renouvellement des forces auquel s'ajoute une grande impression de légèreté. Il est recommandé de réaliser ces exercices dans l'obscurité et dans le silence et de veiller soigneusement aux préparatifs. Plus longtemps et plus haut on restera suspendu, plus intenses seront les effets. On peut trouver des branches adéquates à plus de 10 mètres de hauteur. On peut s'exercer plusieurs jours d'affilée et rester suspendu un jour et une nuit. Dans ce cas, commencer et terminer l'exercice le matin. Il est important de ne pas s'endormir. À cette fin, quelqu'un peut de temps à autre adresser la parole au sujet pour s'assurer qu'il est éveillé. L'état de conscience et de perception qu'engendre ce non-agir est tel qu'il ne faut pas chercher à le dissiper aussitôt. Je veux dire que quand le sujet descend de l'arbre, il doit rester attentif, silencieux, éviter les activités produisant beaucoup de bruit et celles qui l'éloignent rapidement des effets de l'expérience. Commentaire sur les exercices d'attention et de non-agir. D'une manière générale, ces exercices doivent être effectués calmement, sans nulle hâte. Leur effet est cumulatif. L'homme ordinaire, habitué à agir, peut s'ennuyer ou se fatiguer très vite de non-agir, surtout si les résultats ne sont pas rapides et spectaculaires. La persistance dans l'effort est alors essentielle. L'effet bénéfique de la prolongation des exercices de non-agir est patent, même si le sujet sent qu'il ne se passe rien. La concentration est très importante. C'est une question d'apprentissage. Nous sommes habitués à laisser notre attention et notre pensée vaguer à leur guise, sans le moindre contrôle de notre part. Peu à peu, nous apprendrons à réorienter notre première attention et à nous concentrer. Et c'est alors que nous aboutirons au silence intérieur et à des formes d'attention insoupçonnées. Et nous arrivons au terme de cette lecture. J'espère qu'elle vous aura plu. C'était un vrai calvaire pour moi, vous avez peut-être dû l'entendre dans ma voix. Je coupais tout le temps quand je toussais, quand j'avais le nez pris, etc. C'était assez compliqué à enregistrer, j'ai rien suivi, j'ai mal suivi en tout cas cette lecture. Je vais la réécouter pour me l'imprégner. J'espère que ça vous aura plu, n'hésitez pas à me faire vos retours en commentaire. Et en attendant la suite, écoutez, je vous souhaite une très bonne journée, très bonne soirée ou très belle nuit si tel est le cas, et je vous dis à très vite.